Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Taoudeni et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Démarrage ce jeudi de la phase régionale des ateliers sur les états généraux de l'éducation. Pendant 3 jours, 18 thématiques seront abordées par les participants. Les suggestions qui en sortiront serviront de support pour l'atelier national sur les états généraux prévu du 16 au 19 janvier 2024 à Bamako. L'ORTM vous informe depuis quelque temps sur les frappes des vecteurs aériens que les FAMA mènent contre les groupes terroristes. Ces actions des forces armées maliennes sont appréciées par la population. Abdoulaye Sako nous en dira plus. Rétro 2023, retour sur l'adoption et la promulgation de la nouvelle constitution du Mali. Seka Konaté nous explique le processus qui a abouti à la 4e République. Au Tchad, près de 900 combattants du groupe rebelle UFDD sont rentrés mardi au pays en vue d'intégrer le processus de désarmement. Ces rebelles avaient failli renverser l'ancien président Idriss Déby Itno en 2008 en provenant jusqu'à N'Djamena avant d'être repoussés par l'armée. En sport, nous allons essentiellement parler de la CAN Côte d'Ivoire qui démarre dans 9 jours. Un focus sera fait sur le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, ville qui accueillera les Aigles du Mali. Il sera également question de la conférence de presse animée par le sélectionneur Eric Sekouchel. Ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour chers auditeurs, bienvenue. Les régions, ambassades et consulats ce matin les ateliers sur les états généraux de l'éducation. 18 thématiques sont au centre de ces assises de 3 jours. Les analyses et suggestions qui en découleront serviront de support à l'atelier national sur les états généraux prévus du 16 au 19 janvier 2024 à Bamako. L'exercice a pour objet la recherche de la solution pour une refondation totale du système éducatif malien. Pour plus de précisions sur la portée de ces ateliers régionaux, écoutons le président de la commission d'organisation des 10 états généraux, Dr Koulounia Edmond Dambélé. Il est au micro de Fadema Keïta. Les états généraux de l'éducation émanent des assises nationales de la refondation de l'État. Nous avons retenu 18 thématiques et ce sont ces 18 thématiques qui seront discutées dans les ateliers régionaux, dans les ambassades, dans les consulats et également au niveau national. Ce sont les mêmes thématiques qui seront discutées encore. La première thématique, c'est la vision. On veut savoir que le peuple malien nous dise quel type d'école le peuple veut pour ses enfants. Quelles sont les attentes? Quelle est la vision du peuple malien par rapport à l'éducation? Et ensuite, nous avons des thématiques qui portent sur le préscolaire, sur l'enseignement fondamental, sur l'alphabétisation des adultes, sur les écoles privées, sur la formation professionnelle, sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, sur le financement de l'éducation et également sur la moralisation de l'espace scolaire. Les ateliers régionaux vont commencer le 4 janvier, simultanément dans les régions et dans nos missions diplomatiques, et vont se terminer le 6 janvier. Donc, par rapport aux 6 thématiques et aux questionnements qui ont été faits, chaque région va donner ses réponses. Et après, maintenant, elles vont se retrouver, confronter leur position par rapport aux propositions d'autres régions et ensemble sortir vraiment le consensus national. Au niveau national, ce seront les régions qui vont discuter entre elles, les 20 régions, c'est-à-dire les 19 régions plus le district de Bamako, qui vont se retrouver, et les représentants des Maliens établis à l'extérieur qui vont se retrouver pendant l'atelier national, discuter ces mêmes thématiques et dégager un consensus national. Depuis quelque temps, l'ORTM diffuse dans la grande édition de 20h de ORTM 1 les commentaires sur les frappes des vecteurs aériens des forces armées maliennes contre les groupes terroristes. Des opérations qui permettent non seulement de détruire les bases des groupes terroristes, mais aussi de les neutraliser. Ces actions des forces armées maliennes sont appréciées par la population.
Elles ont changé totalement la physionomie de cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Nos reporters Abdoulaye Sako et Mohamed Sidibé ont fait un tour en ville, suivant leur reportage. Les frappes des vecteurs aériens sur le terrain, c'est désormais le sujet qui passionne et anime les débats dans les grains à Bamako. Après chaque diffusion dans le journal de 20h, les deux amis, Mamadou Keleke Balo et Mamadou Aïdara, ont hâte de se retrouver pour commenter les dernières opérations des drones. C'est celle qui a permis de détruire la base des terroristes dans la région de Nara, précisément à Guiré, qui est à la une. Mamadou Aïdara, assureur. J'apprécie beaucoup puisque ça permet de neutraliser les forces du mal. Les vecteurs aériens étaient la pièce manquante du puzzle. Depuis que les forces armées maliennes les ont acquis, le visage de la lutte contre le terrorisme a changé au Mali, estime ce conducteur de moto-taxi. Mamadou Keleke Balo. Auparavant, on ne voyait pas ça, mais actuellement, on voit que l'armée malienne est montée en puissance, surtout avec le contrôle de l'espace aérien. Parce que le drone nous permet de contrôler notre espace aérien. Aboubakar Traoré, âgé de plus de 70 ans, est à la retraite aujourd'hui. Ayant appris que nous sommes dans son quartier pour recueillir l'avis des Maliens sur le rôle des vecteurs aériens dans la lutte contre le terrorisme, il a tenu à donner son point de vue. La guerre a un coût. Et pour supporter cette charge, il faut l'implication de la population, propose le septuagénaire. Ces drones-là sont les bienvenus. Je ne sais pas si les Maliens comprennent. Vraiment, s'ils comprenaient, on allait faire un effort économique. Ça cotise pour vous donner 25 francs, 100 francs pour qu'on puisse acheter ces drones-là. Il le faut obligatoirement. En commune 4 du district de Bamako, précisément à Lafiabougou, nous coïncidons avec un débat très houleux dans un grain. Si tous les deux sont unanimes sur la pertinence du rôle joué par les vecteurs aériens sur le terrain, c'est la diffusion dans le journal qui les oppose. Oumar Sissé, agent de l'énergie. Le fait de diffuser les frappes des drones là, vraiment moi je ne suis pas d'avis avec ça. Les terroristes là, les frappes des drones, ils peuvent ne pas se regrouper et que l'armée ne peut plus les avoir en groupe, ils peuvent se disperser. Mohamed Keïta, entraîneur de football. Parce que les terroristes là, ils fatiguaient beaucoup avec la population, bien que l'armée même. Donc mais quand ils font les frappes comme ça, et puis on monte à la télé, moi je suis vraiment d'avis avec ça. Il est actuellement difficile de faire un tour sur les réseaux sociaux sans tomber sur une vidéo relatant les frappes des vecteurs aériens sur le terrain. Elles sont partagées par des milliers d'internautes avec des commentaires de soutien à l'armée. Dans tous les cas, les ennemis sont prévenus. L'armée malienne poursuit son opération de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est là avec l'appui des vecteurs aériens qui volent plus vite, plus haut et plus fort. Sur la scène internationale, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner les pourvois en cassation introduits par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA pour diffamation contre l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. En cas de condamnation définitive, il sera privé de ses droits civiques et éliminé de la course à la présidentielle de février 2024. En Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma a été inculpé hier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023, qualifié par le pouvoir de tentative de coup d'État. Ce jour-là, des hommes avaient pris d'assaut une armurerie militaire et d'autres installations. Les combats avec les forces de sécurité avaient fait 21 morts. La justice sierra-léonaise avait inculpé un jour plus tôt 12 autres personnes dans le même dossier. Au Tchad, près de 900 combattants du groupe rebelle UFDD sont rentrés mardi au pays en vue d'intégrer le processus de désarmement. Ces rebelles avaient failli renverser l'ancien président Idriss Déby Itno en 2008 en parvenant jusqu'à N'Djamena avant d'être repoussés par l'armée. Un autre contingent de 400 hommes devrait suivre prochainement. L'UFDD cherche à regrouper plusieurs dizaines d'autres éléments éparpillés entre le Soudan, le Niger et la Centrafrique. Ce retour est le résultat de la signature de l'accord en août 2022 entre le pouvoir tchadien et certains groupes rebelles à Doha, au Qatar. Au Soudan, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, commandant des forces de soutien rapide, a été ce jeudi à Nairobi, au Kenya. Il s'est entretenu avec le président William Ruto. Cette rencontre intervient au lendemain de la signature à Addis Abeba d'une déclaration pour la paix avec les forces civiles démocratiques soudanaises, amenée par l'ancien premier ministre Abdallah Hamdok. De son côté, le général Abdel Fattah al-Burhan avait également accompli en décembre une tournée des chefs d'État de l'IGAD
l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique. C'est sous son égide que les deux généraux devraient se rencontrer la semaine passée à Djibouti, mais cette rencontre a été repoussée à une date encore inconnue. En RDC, le dépôt de recours concernant les résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier s'est achevé hier soir. Et c'est un seul candidat qui a finalement saisi la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle et crédité par la CENI de 0,2% des suffrages. La Cour constitutionnelle a donc 7 jours pour examiner ses recours et donner sa décision. En Ouganda, un hélicoptère militaire s'est écrasé sur une maison mardi, tuant les 2 membres de l'équipage et un civil qui se trouvait dans le bâtiment Antorogo, près de la frontière avec la République démocratique du Congo voisin. C'est ce qu'a annoncé l'armée ougandaise dans un communiqué. Ce même communiqué précise que l'hélicoptère volait vers la RDC où l'armée ougandaise combat les forces démocratiques alliées à l'organisation État islamique. En Iran, au moins 95 personnes ont été tuées et 180 blessées dans 2 explosions survenues hier à Kerman, au sud-est du pays. C'était au cours d'une cérémonie en mémoire de l'ancien chef de la force Al-Qaïda, Qassem Soleimani. Une double explosion qualifiée d'attaque terroriste par la télévision iranienne. Le gouvernement a décrété ce jeudi une journée de deuil national. Le président Ibrahim Raïssi a également annulé une visite d'État en Turquie ce jeudi. Et pour boucler cette page inter, la Chine a qualifié ce jeudi de provocation les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et les Philippines en mer de Chine méridionale contestée. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la diplomatie chinoise devant la presse. Des actions militaires provocatrices à des fins de démonstration de force, ajoute le diplomate chinois. Retour à Bamako, le Mali est dans la 4e République depuis le 22 juillet 2023, date à laquelle le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution. C'est là après son adoption par référendum le 18 juin dernier avec plus de 96% de voix. Siaka Konaté revient sur le processus qui a abouti à la rédaction et l'adoption de la nouvelle loi fondamentale qui remplace celle de février 1992. Suivant. C'est par le décret 0401 que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, promulgue le 22 juillet 2023 la nouvelle constitution du Mali, une promulgation qui consacre l'avènement de la 4e République. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'acte de promulgation de la constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question, par un saut qualitatif, d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Le peuple malien, nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire, continuera à assumer son destin avec la même détermination et la même conscience historique. C'est en cela que nous nous rendrons dignes de nos illustres devanciers, dont nous avons la responsabilité de transmettre l'héritage qui nous rend si particulier à la future génération, afin que l'âme malienne, faite de dignité et de sens de responsabilité, se perpétue à travers le temps. Cette promulgation intervient au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du référendum du 18 juin organisé par l'autorité de gestion des élections EGE, une nouvelle structure issue des réformes institutionnelles et politiques. Les électeurs ont départagé le camp du oui et celui du non en se prononçant en faveur de la nouvelle loi fondamentale. 96,91% d'entre eux ont voté pour et 3,09% contre. C'est l'aboutissement de l'une des revendications de la classe politique qui demandait la révision de la Constitution de février 1992, adoptée dans l'euphorie des événements de mars 1991. Les 3 tentatives de révision initiées par les présidents Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta ont toutes échoué. La 4e tentative, initiée par les autorités de la transition rectifiée, a été la bonne. Le processus est déclenché lors des assises nationales de la refondation qui, en décembre 2021, recommandent la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution.
Ainsi, un décret du président de la transition crée le 10 juin 2022 la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Une vingtaine de jours après, un autre décret nomme les membres de la CRNC, présidé par le professeur Fousseini Samake, ancien secrétaire général du gouvernement et ancien directeur général de l'ENA, nouvelle formule. Installés le 12 juillet, ils ont 2 mois pour y rédiger la nouvelle constitution. À l'issue des 3 mois d'intenses activités, ils remettent le 11 octobre 2022 au président de la transition l'avant-projet de constitution, un document élaboré après de larges consultations de l'ensemble des forces vives de la nation, des visites de courtoisie aux institutions de la République, l'organisation des séances d'écoute et d'échange avec les partis politiques, la société civile, la presse, les forces armées et de sécurité, les confessions religieuses à Bamako et dans 4 régions. Le 19 décembre 2022, un nouveau décret présidentiel crée la commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de constitution, toujours présidée par le professeur Fousseini Samake. Elle remet le 27 février 2023 au président de la transition la version finale de la loi fondamentale qui sera adoptée par un référendum 4 mois plus tard et depuis, la 4e République est en marche. Radio Mali, il est 13h15 à Fani dans le cercle de Bla, région de Ségou. La page sport de ce jeudi est essentiellement consacrée à la CAN Côte d'Ivoire 2023. La compétition démarre dans 9 jours. Un focus sera fait sur le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo où les Aigles du Mali évolueront dans le groupe E. Ici, à Bamako, le sélectionneur national des Aigles, Eric Chegouchel, a animé hier une conférence de presse après la publication de la liste des Aigles pour la CAN. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, a animé hier une conférence de presse, cela après la publication de la liste des Aigles pour la CAN. Le choix, le contexte et les stratégies ont été les points abordés. Cette liste des Aigles est composée d'anciens et de nouveaux joueurs. On en sait plus avec Sragatou Sissi. 27 aigles répartis comme suit. 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. C'est le choix établi par le sélectionneur Eric Chekouchel pour aller défendre le drapeau national à la CAN en Côte d'Ivoire. Les cadres, Hamari Traoré, Djigui Diarra, Lassana, 4 dans les jambes, Yves Bissouma, Falaye Sako, Djadje Samasekou, 3 CAN au compteur seront au rendez-vous. À ces noyaux vont s'ajouter 11 joueurs découvrant la CAN pour la première fois, parmi lesquels Boubacar Traoré de Wolverhampton et Youssafa Niakate de Baniyas aux Émirats Arabes Unis. Boubacar Traoré, milieu de terrain des Aigles du Mali. Je suis très content, c'est une fierté pour moi et je ferai tout pour me battre plus. Youssafa Niakate, attaquant des Aigles du Mali. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être sélectionné pour jouer cette CAN. Et ensuite, l'objectif personnel et collectif, c'est d'aller le plus loin possible, de rendre fier le peuple malien. Sur la liste des 27, manquent à l'appel Massadio Haidara, El Bilal Touré, Moussa Djenepo et Ibrahim Bosso Munkoro pour des cas de blessure et choix sportifs. Le sélectionneur est désormais tourné vers la CAN. Les Aigles ont un match de préparation à négocier le samedi 6 janvier face aux Djurtous de la Guinée-Bissau, ici à Bamako. Eric Chekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. On est en préparation, et une préparation de compétition, c'est pas 2 jours, c'est dire entre 15 et 20 jours. Donc il y a une planification physique, technique et tactique qui a été mise en place. Voilà, depuis qu'on a repris, on a 2 entraînements par jour. Le Mali, basé à Korogo dans le groupe E, aura comme adversaire au premier tour l'Afrique du Sud le 16 janvier, la Tunisie le 20 et la Namibie le 24. Justement, cette liste des Aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 était très attendue par le public, notamment les journalistes sportifs et les supporters de l'équipe nationale du Mali. Notre équipe de reportage dirigée par Aredou Matina est allée voir certains journalistes sportifs, consultants et supporters. Ceux-ci trouvent convenable la liste concoctée par le sélectionneur national Eric Chekouchel, malgré quelques absences notoires, surtout pour cause de blessures. Ils sont 27 joueurs retenus par le sélectionneur national pour la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Certes, dans cette liste, il y a l'absence de certains cadres pour raison de blessures et de questions de choix, mais globalement, on retrouve l'ossature. Les ténors sont présents, entre autres, Djigui Diarra, Amari Traoré, Bokar Kiki Kouyaté, Amadou Haidara, Yves Bissouma, Alou Dieng et Kamuru Doumbia.
Suleiman Bobo Tungara, journaliste à l'essor. C'est une liste qui répond aux attentes du public parce que, à quelques exceptions près, tous les joueurs qui devaient être appelés sont là. Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Tout le monde est là, de la défense à l'attaque en passant par le milieu de terrain, mais il faut quand même signaler que pour raison de blessures surtout. Amadjar Traoré, consultant sportif. Je pense que les 27 qui ont été retenus seront vraiment à la hauteur par rapport à son chemin tactique, par rapport à tout ce qu'il veut mettre en place comme intensité dans le jeu, comme gegenpressing. Les supporters, autrement dit le 12e homme, trouvent la liste convenable et ne ménagent aucun effort à soutenir les Aigles. Chekne Demba, premier vice-président de l'UNASAM. Il a pris des joueurs qui vont, Inch'Allah, nous amener la satisfaction la plus totale. Ils vont faire notre affaire. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe est très engagée. Même s'il y a certains joueurs qui seront à leur 3e CAN, comme Yves Bissouma, et d'autres à leur 2e Coupe d'Afrique, cependant, quelques appréhensions subsistent, surtout au niveau du bastion offensif. Suleiman Bobo Tungara, journaliste à l'essor. En attaque, quand même, j'ai des appréhensions. On remarque qu'il n'y a que Moussa et Lassine Sinayogo qui ont un peu d'expérience. Il y a même un novice là-dedans, Cyrine Doucouré. Et quand on regarde un peu leur ratio, je me suis amusé à voir le nombre de buts que ces 7 attaquants ont marqué en équipe nationale. Mais ça ne fait que 11. Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Je crois qu'on a au minimum 11 joueurs qui vont aller à leur toute première CAN. C'est là où je m'inquiète au niveau de la ligne d'attaque, où pratiquement sur les 8 joueurs, 5 à 6 joueurs vont jouer leur toute première CAN. L'inexpérience est là. Le sélectionneur national, avant d'établir sa liste définitive, s'est appuyé sur certains critères en vue d'amener la meilleure équipe possible à la CAN. Direction Korogo en République de Côte d'Ivoire, c'est pour aller découvrir le stade Amadou Gon Coulibaly. Ce stade accueille les Aigles du Mali dans la poule E. Situé au nord de la Côte d'Ivoire et à environ 500 km de Bamako, ce stade a été baptisé en honneur d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien de 2017 jusqu'à son décès en 2020. Ces travaux entamés en septembre 2018 achevé en septembre 2023. L'enceinte a une capacité de 20 000 places et répond aux normes internationales. La pelouse naturelle de ce stade peut accueillir des compétitions de football, de rugby et d'athlétisme grâce à une piste de 8 couloirs et des aires de saut et de lancer. Le premier match des Aigles est donc prévu sur cette pelouse le 16 janvier et ce sera contre l'Afrique du Sud à partir de 20h. Avant de mettre un terme à ce journal, cette annonce. Le débat malikourois de ce jeudi porte sur la médecine traditionnelle dans notre pays. Les invités de Cheikh Oumar Sangaré sont tradithérapeutes, sociologues et hommes de culture avec comme centre d'intérêt les fondements de cette médecine à qui plus de 70% de nos compatriotes font recours en premier lieu pour leurs problèmes de santé. Ces relations tantôt conflictuelles, tantôt complémentaires avec la médecine dite conventionnelle, l'accompagnement des acteurs du secteur par l'État, entre autres. Ce débat en Bamanakan est à suivre sur Radio Mali ce jeudi 4 janvier 2024 à partir de 22h50 en lieu et place de Tolongouli. C'est sur ce communiqué que s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne aux manettes, Bintou Traoré devant ses micros, Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur Radio Mali. Les programmes continuent. Fatim Dambélé s'installe dans un instant pour la lecture des avis et communiqués. Merci et bon après-midi.